Bonjour et bienvenue sur Floraison. On se retrouve pour le 12e épisode de cette série Patriarcat et capitalisme selon Mariamis, pour continuer à explorer ce dernier chapitre, intitulé Perspectives féministes pour une nouvelle société. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, on vous encourage à le faire. Après la nécessaire mise au point de l'épisode précédent sur les différences entre féminisme radical et féminisme queer, Mariamis s'attaque au grand projet de ce dernier chapitre, ébaucher une perspective féministe d'une nouvelle société. Mais elle prévient d'emblée, formuler une perspective féministe pour une société future est une tâche formidable qu'aucun individu ne peut accomplir seul. Principe de base et concept. Elle rappelle aussi que pour le meilleur comme pour le pire, le mouvement féministe international est un mouvement réellement anarchiste, dans lequel toute femme qui se sent engagée et a quelque chose à dire peut contribuer à la formulation d'une vision pour une société future. Par conséquent, ce qui suit doit être compris comme une contribution à l'effort commun pour faire émerger une nouvelle société féministe. Mariamis s'inspire de ses prédécesseurs et surtout tente de tirer les conclusions des luttes, expériences et réflexions qu'a généré le mouvement de libération des femmes de la deuxième moitié du XXe siècle. Dans un premier temps, elle propose de prendre un peu de recul pour prendre en compte la réalité qui nous entoure. Ce que l'analyse développée tout au long de ce livre a démontré, c'est que le paradigme patriarcal et capitaliste repose sur une structuration du monde en divisions dualistiques, hiérarchisées. Ces divisions sont la base des exploitations d'un ensemble par une partie. Entre l'humain et la nature, entre l'homme et la femme, entre les différentes classes, les personnes différentes, mais aussi entre les différentes parties du corps humain, entre la tête et le reste du corps, entre la rationalité et l'émotionnel notamment. Dans le monde des idées, on retrouve ces mêmes divisions dualistiques et hiérarchiques. Nature et culture, esprit et matière, progrès et régression, loisirs et travail, etc. Mariamis nomme ces polarisations des divisions colonisatrices. Dans cette dynamique, une partie progresse toujours aux dépens de l'autre. Elle écrit « Il ne peut en être autrement puisque le monde est fini, du moins le monde dans lequel nous vivons tous. Cependant, l'homme blanc, incarnation du patriarche capitaliste, n'accepte pas la finitude de la réalité. Il veut être comme Dieu, tout-puissant, éternel, omniscient. C'est pourquoi il a inventé l'idée d'un progrès infini et d'une évolution infinie du niveau le plus bas, le plus primitif, vers des niveaux d'existence toujours plus élevés et plus complexes. Ainsi, la finitude de l'être humain et de la Terre est interprétée comme un retard, comme un stade inférieur de l'évolution. Les peuples avancés de l'Occident sont devenus le symbole du progrès pour tous les peuples dits arriérés, de la même manière que les hommes sont devenus le symbole du progrès pour les femmes. Pourtant, on l'a vu, l'accession à ce niveau de progrès par les peuples des pays du Sud global et par les femmes est une impossibilité logique dans un monde fini. C'est une illusion, mais une illusion destructrice, puisqu'elle est en train d'anéantir les fondements mêmes de la vie sur Terre, que Mariamis qualifie de production de la mort. Afin de créer une perspective féministe pour une nouvelle société, elle estime donc qu'il faut non seulement rejeter les divisions coloniales dans le domaine des idées, mais aussi celles qui existent dans la réalité matérielle, qui façonnent notre vie quotidienne et le monde en général. Une perspective féministe doit donc commencer par quelques principes de base, qui peuvent guider l'action politique à tous les niveaux. Premièrement, il est nécessaire de rejeter et d'abolir le principe des divisions dualistes, colonisatrices entre les hommes et les femmes, les différents peuples et classes, l'homme et la nature, l'esprit et la matière, fondés sur l'exploitation au nom d'une production de marchandises et d'une accumulation de capital en constante expansion. Cela implique la création de relations non exploitantes, non hiérarchiques et réciproques entre les parties de notre corps, entre l'homme et la nature, entre les femmes et les hommes, entre les différentes sections et classes d'une société et entre les différents peuples. Une conséquence nécessaire des relations non exploitantes avec nous-mêmes, la nature, les autres êtres humains et les autres peuples ou nations, sera la réappropriation de l'autonomie sur notre corps et notre vie. Cette autonomie signifie avant tout que nous ne pouvons pas être soumises à un chantage ou forcées à faire des choses contraires à la dignité humaine en échange des moyens de notre subsistance ou de notre vie.
L'autonomie, dans ce sens, ne doit pas être comprise de manière individualiste et idéaliste, comme elle l'est souvent par les féministes. Car aucune femme seule dans notre société atomisée n'est capable de préserver son autonomie. En fait, c'est l'antithèse de l'autonomie, si elle est comprise dans ce sens étroit et égoïste. Car l'asservissement des consommateurs dans les conditions capitalistes de production généralisée de marchandises est précisément dû à l'illusion que chaque individu peut acheter son indépendance vis-à-vis des autres êtres humains et des relations sociales par l'achat de marchandises. Cette autonomie concerne notamment notre pouvoir d'agir sur nos corps de femmes. Cela signifie reprendre les moyens de contraception et d'avortement que le milieu médical profondément patriarcal s'est accaparé. Le film Annie Colère, sorti fin 2022, montre ainsi comment les femmes du MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, avant la légalisation de l'avortement, les organisaient entre elles, chez elles, de manière sécurisée et surtout bien plus humaine pour les femmes avortées. Le savoir des techniques d'avortement se transmettait de femme en femme, hors du cadre prohibitif et froid de l'hôpital. Solidarité, transmission, tendresse et émancipation nourrissaient les relations entre ces femmes. L'accouchement, la ménopause, la contraception, les règles, toutes ces étapes de la vie d'une femme devraient faire l'objet d'une même réappropriation collective par les femmes. L'autonomie, comprise comme la liberté par rapport à la coercition et au chantage, concernant nos vies et nos corps, ne peut être obtenue que par un effort collectif, de manière décentralisée et non hiérarchique. Il est nécessaire de rejeter l'idée de progrès infini et accepter que notre univers humain est fini, notre corps est fini, la Terre est finie, c'est-à-dire limité. Enfin, le but de tout travail et toute entreprise humaine n'est pas une expansion sans fin de la richesse et des marchandises, mais le bonheur humain et la production de la vie elle-même. Si l'on essaie de traduire ces principes plus ou moins abstraits dans la pratique historique et quotidienne, on s'aperçoit immédiatement que les concepts de base, autour desquels s'organise la vie quotidienne, sont de formidables obstacles à la réalisation de ces principes. Le concept qui, plus que tout autre, a façonné la vie dans le patriarcat capitaliste est le concept de travail. Pour une perspective féministe, le concept de travail, qui prévaut dans toutes les sociétés capitalistes et socialistes, doit être radicalement modifié. De ce concept modifié découlera un changement du travail, de l'organisation du travail, de la division sexuelle du travail, des produits, de la relation entre le travail et le non-travail, de la division entre les êtres humains et la nature, de la relation à notre corps. En effet, le concept actuel de travail est considéré comme un fardeau nécessaire, inéluctable, qui doit satisfaire les besoins humains fondamentaux. La technologie est censée le réduire au maximum pour permettre de dégager du temps libre, du temps de loisir. Un temps libre où peut s'exprimer la liberté, l'épanouissement humain, la réalisation de nos capacités créatrices, les relations amicales non aliénées, le plaisir de la nature, etc. Le néolibéralisme a transformé cette vision initiale du travail. Désormais, un individu doit aspirer à la réalisation de soi, à l'épanouissement personnel et humain à travers son travail salarié. Il s'agit à nouveau d'une illusion, d'un mythe permettant l'exploitation toujours plus contrainte, longue et difficile des personnes dans le cadre du capitalisme patriarcal. C'est pourquoi Maria Miss met en garde contre les alternatives au capitalisme qui intègrent les merveilles des innovations technologiques au fondement d'une nouvelle société. Une telle perspective perpétuera forcément l'exploitation continue des colonies externes et des femmes, celles et ceux qui produisent et reproduisent la vie. En effet, malgré l'automatisation et l'informatisation complète, les gens ont encore des corps qui ont besoin de nourriture et de soins humains. Et cela ne provient pas des machines. Comme l'a souligné Claudia van Verlof, ce paradis n'est pas pour les femmes, mais il est basé sur l'exploitation permanente des femmes dans le monde entier. C'est un monde fait pour l'homo economicus et l'homo scientificus, qui, en gardant en servitude ces colonies, la nature, les femmes, les peuples dits exotiques, gardent un lien d'exploitation et de destruction aliénant, mais existant, avec la terre et sa sensualité. Tant que cette base est assurée, l'homme peut poursuivre son développement illimité des forces productives pour la satisfaction illimitée de ses désirs illimités, ou plutôt de ses addictions.
Pour cet homme, le royaume de la liberté est effectivement au coin de la rue, mais au prix de l'esclavage des femmes et du tiers-monde. Pour rendre les concepts précédemment cités moins abstraits, Mariamis dresse 5 propositions pour transformer le travail dans une perspective féministe. Premièrement, une conception féministe du travail réunit travail en tant que charge et responsabilité, et travail en tant qu'expression de notre nature humaine et comme plaisir. Allier labeur et épanouissement implique par conséquent de modifier notre rapport au temps. Dans cette nouvelle configuration, temps de travail et temps de repos et de plaisir s'alternent et s'entrecoupent. Une telle conception du temps ne peut évidemment pas être mise en place sans l'abolition de la division sexuelle du travail existante. Cependant, la réduction de la journée ou de la semaine de travail grâce à la rationalisation et à l'automatisation ne permettra pas d'en sortir. En effet, les hommes qui bénéficient déjà d'un temps de travail réduit ne partagent pas davantage les tâches ménagères, mais consacrent plutôt ce temps à des activités de loisirs, principalement avec d'autres hommes. Le troisième élément à souligner dans une conception féministe du travail, c'est le maintien du travail comme une interaction directe et sensuelle avec la nature, avec la matière organique et les organismes vivants. Mariamis écrit « Avec l'élimination du travail en tant que nécessité et fardeau, le potentiel du corps humain pour la jouissance, pour la sensualité et la satisfaction érotique et sexuelle est également éliminé. Comme notre corps sera toujours la base de notre plaisir et de notre bonheur, la destruction de la sensualité résultant de l'interaction avec des machines plutôt qu'avec des organismes vivants, ne fait qu'engendrer une recherche pathologique d'une nature idéalisée. Dans un effort désespéré pour restaurer cette sensualité perdue du corps masculin, le corps féminin est mystifié comme étant à la fois la nature pure ou basse et le but de l'accomplissement de tous les désirs. Pour Mariamis, c'est dans le culte de l'ordinateur, aujourd'hui on dirait du numérique, que s'incarne le mieux cette destruction de la sensualité humaine. C'est un culte typiquement masculin, destiné à des hommes dont la sensualité a déjà été détruite par la dépendance aux machines. Ce qui l'amène à affirmer avec force. Je considère que c'est l'une des raisons pour lesquelles la violence contre les femmes augmente dans les sociétés industrialisées. Les hommes qui ne sentent plus leur corps dans le processus du travail lui-même tentent de retrouver une certaine sensation corporelle et émotionnelle en attaquant les femmes. C'est aussi la raison pour laquelle les films d'horreur et les films pornographiques font partie des meilleures ventes de l'industrie vidéo. Leurs principaux consommateurs sont les hommes. La 4e proposition pour une conception féministe du travail est de maintenir le sens de l'objectif, le caractère utile et nécessaire du travail, aussi bien pour les personnes qui le font que pour celles qui les entourent. Cela signifie également que les produits de ce travail sont utiles et nécessaires et pas seulement un luxe ou un déchet superflu. Enfin, dans une perspective féministe, la conservation et la reproduction de la vie est le principal objectif de l'activité humaine. Mariamis développe. Cela nécessite que les processus de consommation soient à nouveau réunis, parce que ce n'est qu'en consommant les choses que nous produisons que nous pouvons juger si elles sont utiles, significatives et saines, si elles sont nécessaires ou superflues. Et ce n'est qu'en produisant ce que nous consommons que nous pouvons savoir combien de temps est réellement nécessaire pour les choses que nous voulons consommer, quelles compétences sont nécessaires, quelles connaissances sont nécessaires et quelle technologie est nécessaire. L'abolition de la large division entre production et consommation ne signifie pas bien sûr que chaque individu ou même petite communauté doit produire tout ce dont elle a besoin et doit tout trouver dans son environnement écologique. Mais elle implique que la production de la vie soit basée sur une certaine relation autarcique, c'est-à-dire qui se suffit à elle-même sur le plan de la subsistance de base, d'une certaine communauté de personnes d'une région spécifique, dont la taille doit être déterminée sur la base des principes énoncés plus tôt. Les biens et services importés dans une telle région devraient être le résultat de relations non exploitantes avec la nature, les femmes et les autres peuples. Le rapprochement de la production et de la consommation réduira drastiquement les possibilités de cette exploitation et augmentera largement le potentiel de résistance au chantage et à la coercition économique et politique. Une économie alternative. Un tel changement de paradigme implique nécessairement un fonctionnement économique alternatif. La première exigence fondamentale d'une économie alternative est le passage, tant dans les sociétés surdéveloppées que dans les sociétés sous-développées,
de la dépendance pour leurs besoins de subsistance de base, nourriture, logement, abri, d'économies situées en dehors de leurs frontières nationales à une plus grande autarcie. Seules les sociétés qui sont dans une large mesure autosuffisantes dans la production de ces produits de première nécessité peuvent se maintenir à l'abri du chantage politique et de la faim. En cela, l'autosuffisance alimentaire est la première exigence. Mariamis rappelle que loin d'être une utopie, l'autosuffisance alimentaire était réelle pour les pays du Sud global, avant leur colonisation par les pays du Nord. Aujourd'hui, l'approvisionnement en protéines est basé sur un modèle absurde. Les agriculteurs nourrissent leurs animaux avec des produits issus des pays du Sud, avec l'impact environnemental qu'on connaît. Une économie autarcique transformerait en profondeur la division internationale actuelle du travail, en abolissant les relations exploitantes et non réciproques entre pays. De plus, le travail non productif, tel que l'entend Mariamis, c'est-à-dire le secteur tertiaire, deviendrait majoritairement inutile. La force de travail serait redirigée des bureaux et des industries vers le travail agricole. Mariamis écrit « Si les habitants d'une région donnée veulent vivre principalement des ressources naturelles et de la main-d'œuvre disponible dans cette région, il s'ensuit que beaucoup plus de personnes devront effectuer le travail manuel nécessaire à la production alimentaire. Dans une telle région limitée, les gens veilleront également à ne pas détruire l'écologie, dont l'équilibre dépend de la survie de tous, en utilisant trop de produits chimiques agricoles et trop de machines, qui consomment elles aussi trop d'énergie. L'idée est donc de rediriger l'énergie humaine de l'agriculture intensive capitaliste vers de petites fermes décentralisées. Avec un tel changement de la division internationale du travail, de la division du travail entre l'agriculture et l'industrie, avec une agriculture orientée vers l'autosuffisance alimentaire, beaucoup des éléments spécifiés en ce qui concerne un concept féministe modifié du travail seraient déjà remplis. Par exemple, la restauration du travail comme nécessaire et plein de sens, de son contact direct avec la nature et les organismes vivants, peut être aussi une notion différente du temps de travail, la réduction de l'écart entre la production et la consommation, et plus d'autonomie des producteurs-consommateurs sur ce qu'ils produisent et consomment. Dans une telle économie, il n'y aurait ni place ni utilité pour la production de choses inutiles et le gaspillage pur et simple, comme c'est le cas dans le modèle de croissance. Le modèle serait tourné vers la satisfaction des besoins humains et non l'alimentation des addictions destructrices, moyen par lequel le capitalisme conquiert de nouveaux marchés. Il rendrait aux gens une plus grande autonomie sur leur vie et sur la production de la vie. Si le mouvement de retour à la Terre peut paraître encore utopique à certains, il s'agit aujourd'hui d'une stratégie de survie nécessaire, en particulier pour les femmes. Mais le modèle présenté ci-dessus ne sera viable seulement lorsqu'il prendra pour point de départ le changement radical de la division sexuelle du travail. Sans cela, un modèle d'économie alternative n'est qu'une illusion du changement, qui ne transcendra jamais le statu quo. Une conception féministe d'une économie alternative inclura tout ce qui a été dit précédemment sur l'autarcie et la décentralisation. Mais elle placera la transformation de la division sexuelle du travail existante au centre de l'ensemble du processus de restructuration. L'autonomie sur nos corps et nos vies est donc la première et la plus fondamentale des revendications du mouvement féministe international. Toute recherche d'autarcie écologique, économique et politique doit commencer par le respect de l'autonomie du corps des femmes, de leur capacité productive à créer une nouvelle vie, de leur capacité productive à maintenir la vie par le travail, par leur sexualité. Un changement dans la division sexuelle du travail existante implique avant tout que la violence qui caractérise les relations capitalistes patriarcales femmes-hommes dans le monde entier soit abolie non pas par les femmes, mais par les hommes. Les hommes doivent refuser de se définir comme l'homme chasseur. Une proposition que Geneviève Pruvot reformule ainsi. La leçon du processus de femme-au-foyérisation, c'est qu'il faut redistribuer la charge mentale et le souci du monde. Ce n'est pas seulement se répartir les tâches à faire, mais la charge mentale consistant à savoir quoi faire, quand le faire, qui le fait et comment l'anticiper. Mariamis estime que les hommes doivent lancer des mouvements contre la violence envers les femmes s'ils veulent préserver l'essence de leur propre humanité. Cette demande d'autonomie par rapport au corps des femmes implique également le rejet de tout contrôle étatique sur la fertilité des femmes. Les femmes doivent être libérées de leur statut de ressources naturelles pour les hommes individuels, ainsi que pour l'État en tant que patriarche total.
La véritable libération des femmes sera la méthode la plus économique et la plus efficace pour établir l'équilibre entre la croissance démographique et la production alimentaire. Deuxièmement, dans une économie alternative, les hommes doivent partager la responsabilité de la production immédiate de la vie, de la garde des enfants, des tâches ménagères, des soins aux malades et aux personnes âgées, du travail relationnel, toutes ces tâches étant jusqu'à présent regroupées sous le terme tâches ménagères. Là où ce travail aurait été socialisé dans une certaine mesure, ce qui peut être utile, les hommes doivent partager ce travail à égalité avec les femmes. Dans une communauté soucieuse de préserver son autarcie et de suivre une voie non exploitante de développement humain, ce travail ménager ne pourrait pas être rémunéré. Il faudrait que ce soit un travail gratuit pour la communauté. Mais chaque homme, chaque femme et aussi les enfants devraient partager ce travail le plus important. Personne, en particulier aucun homme, ne devrait pouvoir s'acheter gratuitement ce travail de production de la vie immédiate. Cela aurait pour effet immédiat que les hommes devraient passer plus de temps avec les enfants, à faire la cuisine, à nettoyer, à soigner les malades, etc. et auraient moins de temps pour leur production destructive dans l'industrie, moins de temps pour leur recherche destructive, moins de temps pour leurs loisirs destructeurs, moins de temps pour leur guerre. En d'autres termes, ils retrouveraient l'autonomie et la plénitude de leur corps et de leur esprit. Ils revivraient le travail à la fois comme une charge et comme un plaisir. Et enfin, ils développeraient une toute autre échelle de valeur par rapport au travail. Ce n'est qu'en faisant eux-mêmes ce travail qui produit et préserve la vie qu'ils pourront développer un concept du travail qui transcende le concept patriarcal capitaliste d'exploitation. Un changement dans la division sexuelle du travail aurait le même effet au niveau des individus que le changement dans la division internationale du travail au niveau de régions ou de nations entières. Une décision politique dans les pays surdéveloppés visant à dissocier leurs économies du système d'exploitation du marché mondial et à établir l'autosuffisance dans les principaux domaines ouvrira la voie à un développement économique autarcique dans les pays sous-développés. De même, une décision consciente de la part des hommes des pays surdéveloppés de renoncer à construire leur ego et leur identité sur l'exploitation et la subordination violente des femmes et d'accepter leur part du travail non rémunéré pour la création et la préservation de la vie permettra aux femmes d'établir plus facilement leur autonomie sur leur vie et leur corps, et d'arriver à une nouvelle définition de ce qu'est leur identité. Ces processus sont interdépendants. Mariamis a conscience qu'un tel changement ne peut s'effectuer rapidement et demandera des efforts intellectuels, moraux et physiques immenses. Mais pour elle, il peut commencer au niveau individuel, puis par la création de mouvements ou de groupes pour mettre en pratique ses idées, comme ceux que présente Geneviève Pruvot dans son livre Quotidien politique. Mariamis ajoute « Il y a encore une autre raison pour laquelle les féministes doivent insister sur la centralité du changement dans la division sexuelle du travail. Elles doivent insister encore et encore sur le fait qu'il n'y aura pas de libération pour les femmes si l'on ne met pas fin à l'exploitation de la nature et des autres peuples. D'autre part, elles doivent également insister sur le fait qu'il ne peut y avoir de véritable société écologique sans un changement dans la division sexuelle et internationale du travail. » Si aujourd'hui la crise écologique occupe une place certaine dans les débats politiques et médiatiques, l'exploitation capitaliste des pays du tiers-monde et des femmes en est toujours absente. Comme le prévoit alors Mariamis en 1986, l'Europe et les États-Unis tentent aujourd'hui de résoudre ces crises économiques et écologiques en délocalisant leurs industries et les conséquences les plus dangereuses de nos modes de vie dans les pays sous-développés. Même si des femmes appartiennent aux classes exploitantes, la majorité des femmes vont progressivement partager des destins similaires à celles et ceux des pays sous-développés. Par leur travail invisible, mal payé ou non rémunéré, elles fourniront la base sur laquelle la classe blanche masculine internationale marchera vers le paradis post-industriel. Cette prédiction s'est déjà réalisée. En France, ces femmes sont entre autres celles pratiquant les métiers du care. Elles sont le soubassement structurel de notre société, sans lequel celle-ci s'effondrerait.
Ainsi se termine l'avant-dernier épisode de notre série Patriarcat et capitalisme selon Mariamis. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à partager, à parler de ce podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de soutenir notre travail. Il nous reste un dernier épisode pour explorer les moyens d'action, pour mettre en œuvre ces principes. À très vite sur Floraison.